On va commencer cette exploration par une image toute simple. Vraiment un truc du quotidien. Prenons un enfant dans un bac à sable. Ouais, le grand classique. C'est ça. Il passe des heures avec son petit seau en plastique à construire son château. Il fait des murs, il creuse des douves, il est dans une concentration absolue. Et dès qu'un autre gamin fait mine de s'approcher un peu trop près, la réaction est immédiate. Ah oui, c'est la panique territoriale. Voilà. Il met ses bras autour de son tas de sable et il hurle « c'est à moi ». C'est l'instinct de propriété dans sa forme la plus pure, en fait. Exactement. Et le truc amusant, c'est qu'en grandissant, on se donne des airs plus sophistiqués. On remplace juste le sable par de la brique, des portefeuilles d'actions, des brevets. Des beaux titres de propriété avec des tampons officiels. Carrément. Mais cette impulsion de base, cette conviction vraiment viscérale que ce qu'on a bâti nous appartient de droit divin, ça nous quitte jamais en fait. C'est l'illusion ultime du contrôle. On passe notre vie à ériger des clôtures, qu'elles soient réelles ou invisibles. Oui, et d'ailleurs, cette impulsion répond à un besoin psychologique très archaïque. L'esprit humain, il associe naturellement la propriété à la sécurité. Et la sécurité, c'est la survie. Donc posséder, c'est survivre. Tout à fait. Posséder un territoire ou des ressources, c'est se donner l'illusion de pouvoir maîtriser l'imprévisible. Si une chose nous appartient, c'est nous qui définissons les règles, on contrôle les variables. On sent l'abri, quoi. Exactement. Enfin, du moins, c'est le récit super rassurant que nos sociétés se racontent depuis qu'on est devenu sédentaire. L'accumulation matérielle, ça agit comme un vrai bouclier mental contre l'angoisse de la mortalité, du chaos extérieur, de tout ce qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pile là que notre plongée d'aujourd'hui prend tout son sens. Parce qu'on va analyser un document qui vient méthodiquement déconstruire tout ce récit rassurant. Nos sources du jour, elles se concentrent sur un extrait très précis de la Torah. C'est une portion de lecture qu'on appelle la Parasha Bahar Beokotai. Alors, juste pour préciser, une paracha, pour faire simple, c'est le terme utilisé pour désigner une section spécifique de ces textes hébraïques anciens. Ils sont découpés pour être lus et étudiés tout au long de l'année. Merci pour la précision. Parce que c'est vrai qu'à première vue, quand on a le passage sous les yeux, on dirait un peu un très vieux manuel de gestion agricole du Proche-Orient. On y parle de champs, de semences, de moissons. On pourrait se dire, c'est l'almanach du fermier antique. Ouais, mais le vernis agricole est complètement trompeur. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment pas de faire de l'agronomie antique. C'est d'extraire la moelle d'un concept central décrit dans ce texte, la Shemitah, l'année sabbatique. Et c'est là que ça devient fascinant. Complètement. Parce que ce document utilise la terre comme un cheval de Troie, en fait. Il s'en sert pour introduire une philosophie radicale sur la condition humaine. C'est une vraie thérapie de choc contre l'ego humain. Il redéfinit notre rapport à la propriété, à nos responsabilités sociales et à la notion même de sécurité. Et la dynamique du texte, elle force une sorte de gymnastique intellectuelle assez inconfortable, je trouve. Ça nous oblige à reconsidérer la différence entre sacrifier quelque chose et se souvenir de sa vraie nature. Et c'est une nuance énorme. Mais carrément, pour comprendre l'impact de cette Shemitah, il faut d'abord regarder comment on perçoit la privation. Le document s'attaque à ça dès le début. Je cite la source d'ailleurs, « Il est tentant de considérer l'année de Shemitah comme un acte de sacrifice, comme quelque chose que Dieu attend de nous, un don difficile que nous élevons vers lui. » Fin de citation. Et c'est une réaction tellement prévisible, tellement humaine. Bah oui, on demande à des agriculteurs de ne pas exploiter leur terre, qui est leur unique moyen de survie, pendant une année entière, et ça tous les 7 ans. Le cerveau humain encode forcément cette pause comme une perte énorme, un sacrifice déchirant. C'est un rappel. Un rappel, ouais. C'est un glissement de mots qui change absolument tout. C'est ça. Ça modifie complètement la prémisse de l'action. Parler de sacrifice, ça implique obligatoirement qu'on possède la chose au départ. La logique veut qu'on ne puisse sacrifier que ce qui nous appartient légitimement. C'est vrai, je peux pas donner la voiture de mon voisin, ça marche pas. Exactement. En affirmant que c'est pas un sacrifice, le texte dit clairement vous renoncez à rien du tout, parce que vous ne possédiez rien au départ. C'est un simple rappel à l'ordre de la réalité du monde. Si on transpose ça dans notre vie moderne, le choc est rude. Imaginons, je sais pas moi, quelqu'un qui a monté sa boîte. Il a bossé jour et nuit pendant 6 ans sur un projet. Et là, on lui demande de céder tous ses droits ou de renoncer à tous ses revenus. Ah psychologiquement, c'est une amputation. Mais totalement. La personne va hurler, elle va dire « mais j'ai sué sang et eau pour ça. C'est mon intelligence, c'est mon travail acharné qui a créé ce capital. » Et pourtant, le texte postule que, malgré cet effort que personne ne nie, le véritable propriétaire appuie sur un bouton. Il dit juste « stop » tous les 7 ans.
Et ce fameux bouton stop, il est là pour briser une boucle très dangereuse pour nous. Le problème quand on accumule en continu, quand le cycle du travail et de la récompense ne s'arrête jamais, c'est que ça crée une amnésie systémique. Une amnésie, c'est-à-dire? Au fil des années, à force de voir la Terre répondre à ses propres efforts, l'être humain finit par se persuader que ses mains et son cerveau sont les seules causes de son succès. Le fameux « je me suis fait tout seul ». Exactement, le mythe du self-made man. On oublie complètement les facteurs qu'on ne contrôle pas. Pour l'agriculteur, c'est la pluie, la fertilité du sol, la météo. La Shemitah, c'est un reboot. C'est fait pour empêcher cette arrogance de s'installer de façon endémique. Donc en gros, on demande à l'humain de regarder son immense champ, de regarder ses propres mains pleines de callosité et d'avouer qu'il n'est pas le créateur du système. Il est juste un utilisateur. C'est très dur pour l'ego. Ouais, ça nous amène à l'idée la plus déstabilisante de notre source. Le texte redéfinit notre statut avec, je trouve, une précision chirurgicale. Il dit « Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes locataires. Des locataires de longue date, des locataires aimés, mais des locataires malgré tout. » Et ce statut de locataire, c'est vraiment le pivot de tout le document. Toute l'architecture sociale qu'il propose derrière repose sur l'acceptation de ce contrat moral. J'adore cette analogie de l'immobilier. Ça parle à tout le monde. Quand on signe un bail pour un appartement, les restrictions, elles sont hyper claires. On sait très bien qu'on n'a pas le droit d'abattre un mur porteur pour agrandir le salon. Non, ça c'est interdit. Ou de transformer la cour en parking privé. Les limites structurelles sont fixées par le vrai propriétaire. Mais d'un autre côté, et c'est ça qui est fort, il y a un allègement massif de la charge mentale. Parce qu'on n'est pas responsable de la structure globale. Voilà. Si les fondations s'affaissent ou si la toiture s'envole pendant une tempête, c'est au propriétaire de gérer ça. Le statut de locataire aimé, ça implique une vraie protection. On ne possède pas les murs, mais on y est en sécurité. Cette nuance de locataire aimé est cruciale, ouais. Ça évite l'écueil de la tyrannie pure. Dans ce modèle, le propriétaire avec un grand P, c'est pas un seigneur féodal qui veut écraser ses serfs. C'est une entité qui garantit la viabilité de l'habitat. Mais attention, la protection est conditionnelle. Il y a des clauses dans le bail. C'est exactement ça. Le bail vient avec des règles de comportement strictes. Le texte connecte l'idée de la location directement aux relations sociales. Il dit « Et vous ne léserez pas chacun son prochain, et tu craindras ton Dieu ». C'est un traité de justice sociale implacable, en fait. C'est fou la logique interne de ce truc. Si on reconnaît qu'on ne possède pas vraiment la terre, ça change tout sur la façon dont on traite le voisin. Si l'humain n'est plus le roi absolu de son domaine, les hiérarchies traditionnelles, elles s'effondrent. Complètement, parce que si chacun est un colocataire dans un espace prêté par une instance supérieure, le droit naturel d'écraser l'autre, il disparaît. C'est clair. L'égalité, elle naît de cette dépossession partagée. On ne peut pas expulser ou affamer son voisin parce que ce voisin a exactement le même contrat de location que nous, accordé par le même propriétaire. Donc, respecter les lois éthiques, c'est pas juste cocher des cases religieuses. Non, c'est le paiement du loyer moral. Le texte le dit, accomplissez les décrets, observez les statuts et vous demeurez en sécurité sur la terre. La sécurité matérielle est la conséquence directe de l'équité sociale. Le loyer moral, j'aime beaucoup cette formule. Et en pratique, l'impact de cette année de Shemitah devait être un truc de dingue à vivre. Symboliquement, la 7e année, les clôtures, elles tombent. Oui, il n'y a plus de domaine privé. C'est ça. Ce qui pousse appartient à tous, aux riches, aux pauvres, même aux animaux sauvages. C'est une vraie remise à zéro des compteurs. Mais il y a quand même un gros problème qui se pose. Faut affronter la réalité crue. Le côté matériel, la survie. Bah oui. Accepter d'être un humble locataire, sur le papier, c'est magnifique. Mais dire à une société antique qui dépend de l'agriculture pour survivre, de lâcher prise pendant 12 mois consécutifs, c'est suicidaire. Le texte ne fuit pas cette question. Il affronte cette peur de manière très frontale. Il cite carrément la question des gens angoissés. « Que mangerons-nous la 7e année? Voici elle. Nous ne sèmerons pas et nous ne rassemblerons pas nos récoltes. » Ça montre que le document comprend parfaitement la psychologie humaine. Il comprend que la philosophie va se heurter au ventre vide, oui. Exactement. C'est bien beau de regarder les mauvaises herbes pousser pour des raisons éthiques, mais comment on passe l'hiver? S'arrêter de produire, c'est s'exposer à la famine. C'est l'angoisse ultime. Et c'est là que la réponse apportée est une anomalie totale. Le texte demande pas juste d'avoir une foi aveugle en mode « taisez-vous et souffrez ». Il promet une intervention directe dans le cycle naturel, une bénédiction anticipée. Une garantie en amont. Voilà. Le texte s'engage « J'ordonnerai ma bénédiction pour vous dans la 6e année et elle produira une récolte suffisante pour les 3 ans. » Attends, une récolte pour 3 ans, donc ça couvre la 6e année normale, la 7e année où on ne plante rien, et la 8e année, le temps que la nouvelle récolte arrive. C'est
C'est une refonte totale de l'équation humaine. Complètement. D'habitude, la cause, c'est le travail, et la conséquence immédiate, c'est la survie. Là, la subsistance est complètement décorrélée de l'effort continu. Ça renverse tout. L'anxiété du manque, elle nous pousse toujours à travailler plus, à accumuler. Ici, le propriétaire divin dit « je m'occupe de tout avant même que vous ayez faim ». Mais ça demande un lâcher-prise logistique et psychologique énorme. Parlons-en de la logistique parce que c'est très concret. Stocker l'équivalent de 3 ans de récolte dans l'Antiquité, c'est pas rien. Faut des silos géants, faut lutter contre l'humidité, les rats, les insectes, sans parler des pilleurs. L'abondance crée sa propre angoisse. C'est ça l'ironie. Plus on accumule, plus on est une cible. La peur de tout perdre doit être écrasante. Le défi, c'est pas juste d'arrêter de travailler, c'est de s'asseoir devant sa montagne de grains et de faire confiance. De se dire, ça va tenir. Et le défi de l'inaction est souvent bien plus lourd à porter que celui du labeur. Travailler, c'est un exutoire pour notre angoisse. Ça nous donne l'impression de faire quelque chose pour nous sauver. On a le nez dans le guidon, ça rassure. Obliger quelqu'un à rester passif, à regarder le temps passer en puisant lentement dans ses réserves, c'est l'obliger à faire face à sa propre impuissance. Si le fermier panique et retourne labourer son champ en cachette la 7e année, il montre qu'il refuse d'être pris en charge. Il refuse d'être le locataire protégé. Il veut reprendre le volant, quoi. C'est un exercice de rééducation mentale féroce. On demande de se reposer, non pas parce qu'on a tellement travaillé qu'on est épuisé, mais pour accepter qu'on est déjà pris en charge. C'est exactement l'enjeu. Faut faire taire cette petite voix intérieure un peu pathologique qui nous crie qu'il faut toujours en mettre de côté, au cas où. Cette voix qui nous dit que si on lâche les commandes une minute, l'avion va s'écraser. La Shemitah, c'est vraiment conçu pour purger la psyché collective de cette mentalité de rareté, de cette paranoïa de manquer. En traversant cette année d'inaction et en voyant qu'ils survivent, les gens découvrent que l'univers ne s'effondre pas sans eux. C'est fou de réaliser à quel point la portée de ce vieux texte déborde largement de l'agriculture. Quand on met tous les morceaux ensemble, l'illusion du bac à sable dont on parlait au début, elle en prend un sérieux coup. Vol en éclats. Le texte utilise la terre comme un grand tableau noir pour nous donner une leçon sur l'humilité. En fait, ça nous apprend la différence entre occuper un espace et l'habiter. Occuper, c'est juste extraire, épuiser les ressources, tout voir comme un moyen de satisfaire notre ego. Habiter, au sens de la Shemitah, c'est assumer sa place d'invité. D'accepter qu'on n'est pas tout seul. C'est accepter que le monde a son propre rythme, qu'il a droit au repos, lui aussi, et que ça prime sur nos envies d'expansion sans fin. Et la résonance avec notre époque d'aujourd'hui, franchement, elle crève les yeux. On a ce besoin obsédant de laisser notre trace, de s'approprier chaque petit succès, de dominer la nature. Tout ça encouragé par un système qui valorise la croissance infinie sans jamais appuyer sur pause. Et c'est épuisant. L'idée même d'un repos imposé, systémique, c'est un antidote puissant contre notre burn-out moderne. Mais accepter le rôle de simple locataire, ça arrache notre orgueil, c'est sûr. C'est dur pour l'ego. Très dur. Mais paradoxalement, ça offre un soulagement inouï. D'un coup, la charge écrasante de devoir être l'unique architecte de sa sécurité disparaît. Au final, la Shemitah, c'est pas juste l'histoire d'un champ qui se repose. Ça vient pointer une vérité hyper complexe sur notre condition. Ça nous rappelle qu'on n'est vraiment que de passage, des locataires. On n'est pas les propriétaires souverains de la terre, on possède pas nos succès, nos réussites professionnelles ou la vie qu'on essaye de planifier au millimètre. Le bail est juste temporaire. C'est ça, le bail est temporaire et c'est pas nous qui écrivons les clauses. Ce qui soulève une vraie réflexion pour clôturer notre exploration d'aujourd'hui. Face à notre besoin acharné de toujours tout contrôler, de blinder notre petit château de sable, dans sa propre vie, pour chacun d'entre nous, quelle est au fond la vérité la plus difficile à accepter concernant l'illusion de notre propre indépendance ?